Bonjour tout le monde, bonjour Philippe Guillemard, merci de vous joindre à moi aujourd'hui de la France. Bonjour Euh, Héloïse. Aujourd'hui, on va parler de physique quantique. C'est un sujet qui est très, très large. Avant toute chose, je veux juste dire merci à mes abonnés de vous manifester. J'ai repris mes activités assez régulièrement dernièrement. Ceux qui me suivent savent que j'étais en congé de maternité. Depuis tout dernièrement, j'ai ajouté l'option de prendre un abonnement sur ma page Facebook. Si vous avez envie de supporter ma chaîne, de voir plus d'entrevues comme on fait aujourd'hui, vous pouvez aller tout simplement sur la page d'Hello veut savoir et vous cliquez sur abonnement. C'est une excellente façon de participer à mon travail. Vous pouvez aussi partager, mettre un petit j'aime et ces choses-là font toute une différence dans l'algorithme aussi. Donc, merci d'être présent. Merci à Philippe d'avoir accepté mon invitation. Et on va rentrer quand même. Tout d'abord, je vais vous présenter. Ce n'est pas forcément tout le monde qui me suit, qui vous connaît. Donc, vous êtes ingénieur, physicien et chercheur du CNRS et vous êtes aussi auteur. Vous avez écrit plusieurs livres, 5 livres. Dont un qui est sorti récemment, là, en 2021, qui s'appelle Le Grand Virage de l'Humanité. C'est ça? En 2023? Ah, je pensais Oui, que c'était... OK. Et ça parle de ce qu'on a vécu pendant la pandémie. le grand virage 2021 et le plus récent, c'est la physique du futur lumineux. Il vient de Ah, sortir. OK. OK, super. Donc, il y en a encore plus récent. D'accord, celui-là, je ne l'ai pas lu. Écoutez, avant de parler de cette... Le livre est très intéressant, ça parle de rétrocausalité, mais avant qu'on rentre vraiment dans la complexité de tout ça, j'aimerais qu'on explique tout simplement c'est quoi les rouages de la physique quantique? Qu'est-ce que la physique quantique? Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre la physique et la physique quantique, est-ce que vous pouvez nous décortiquer un peu ça? Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ou ceux qui connaissent peu. La physique classique nous dépeint un monde réel tel qu'on le connaît intuitivement, c'est-à-dire que nous vivons dans une seule réalité. On n'est pas en train de vivre plusieurs réalités simultanément. Et tout est parfaitement bien précis, tout est parfaitement bien défini, on est tous d'accord sur l'endroit où se trouvent les choses, etc. Ça, c'est le monde classique. Et il existe un monde quantique qui englobe celui-là, qui est englobant, où la physique décrit, alors on n'est plus dans le vécu, on est dans le virtuel, si on peut dire, d'une certaine manière, où la physique décrit tous les mondes possibles, tout ce qui peut arriver, que ce soit une personne, si on se positionne à l'échelle macroscopique, ou à une particule. Et dans ce monde-là, tant qu'on n'a pas observé, tant qu'il n'y a pas eu un observateur, tout est possible. Et donc la particule, elle peut avoir plusieurs trajectoires simultanées, elle peut se trouver partout à la fois. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un champ des possibles qui est multiple et si on observe ce champ des possibles, il devient unique et se met à participer à notre réalité. Et donc notre réalité classique est englobée à l'intérieur d'un ce qu'on appelle un multivers de possibilités. D'accord? Et c'est quand on observe collectivement qu'une seule de ces possibilités se réalise pour tous. On peut le comprendre en disant que nous sommes tous en train de créer la même réalité à partir d'un champ des possibles immense où on aurait pu créer d'autres réalités. Ça va comme... Oui, c'est vraiment super bien simplifié. Félicitations, parce que c'était pas simple à simplifier. Bon, là, ça rentre dans le fait que quand on observe une réalité, la particule va se comporter différemment, contrairement dans une situation s'il n'y a pas d'observateur, elle ne se comporte pas de la même façon. Donc, ça amène à nous donner un rôle en tant que conscience où on a une influence sur ce qui se déroule dans notre vie. Est-ce que j'ai raison? Oui, alors il faut juste faire attention de ne pas dire que la conscience choisit sa réalité. OK. Hein, c'est-à-dire Est-ce que qu'on peut c'est pas... définir la conscience dans cette situation-là? Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce qui influence finalement? En physique, on va éviter le mot conscience et on va pas parler d'observateur. L'observateur ne choisit pas sa réalité, il contribue simplement à ce qu'elle soit unique.
En physique, quand il y a un observateur, il y a forcément une seule réalité qui se manifeste à lui. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a choisi. D'accord? Ouais. Parce qu'elle peut déjà être définie dans le futur. Voilà. On n'a pas la preuve, enfin, indirectement si, mais c'est plus compliqué dans ce cas-là. Mais dans un premier temps, il convient de considérer que c'est l'observateur qui fait que se manifeste une seule réalité, ce qui ne veut pas dire que la conscience fait un choix. Ça, c'est plus compliqué. Oui, OK. Est-ce que vous pouvez rentrer donc dans le... Qu'est-ce que ça implique pour un humain, ce genre de découverte-là? Puis est-ce que ça a été vraiment observé, quantifié? Il y a des gens dans les commentaires qui me disaient, on dirait presque c'est de la quasi-religion parce que ça va un peu en contradiction avec ce qu'on observe. Bon, est-ce que c'est observé? Puis qu'est-ce que ça implique pour nous comme découverte? Alors, il y a plusieurs niveaux, d'accord? Je vais essayer d'être clair sur ce qui est admis par tout le monde. Hein. Ouais. Ce qui est admis par tout le monde, enfin la grande majorité des physiciens, c'est le fait qu'en mécanique quantique, l'observation engendre une manifestation unique de la réalité, et que ce qui était au départ une réalité ondulatoire, c'est-à-dire une particule, un photon qui était partout à la fois, eh bien, il se manifeste de manière unique. D'accord? Ça, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Ça, c'est tout le monde. Maintenant, il y a des interprétations de la mécanique quantique qui sont quand même mainstream, hein, qui consistent à dire que c'est parce que la conscience joue un rôle dans la création de la réalité, ce qui ne veut pas dire que la conscience choisit. Mais ça voudrait dire que la conscience joue un rôle dans la création de la réalité, c'est-à-dire que, par exemple, si on utilise une caméra, ça permet de faire une observation, mais la caméra ne va pas transformer le multivers en réalité unique. Il faut vraiment qu'il y ait un observateur conscient pour que le multivers se transforme en réalité unique. D'accord? OK. On commence à rentrer dans des théories, comme par exemple une théorie qui par contre est tout à fait respectée. Hein. En France, le physicien Hervé Zwirn a proposé la théorie du solipsisme convivial, qui revient à dire que c'est la conscience ou le cerveau, suivant qu'on parle à un public plutôt académique, on va parler de cerveau. Si on parle à un public plus ouvert, on va parler de conscience, qui engendre une seule réalité. D'accord? Excusez-moi. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, et là, c'est on rentre dans ma théorie, où là, on parle de rétrocausalité, c'est que moi, mon interprétation, qui est toutefois respectée, hein, qui est toutefois en partie publiée, pas seulement dans des livres, mais aussi dans des revues à comité de lecture, des revues scientifiques, c'est le fait que l'espace-temps, il est flexible, c'est-à-dire que notre futur, il n'est pas... Alors, notre futur existe déjà, mais il n'est pas déterminé de façon unique, et notre conscience est en mesure de s'emparer d'un nouveau potentiel de réalisation et d'augmenter sa probabilité de réalisation. Et auquel cas, il y a un phénomène de rétrocausalité, c'est-à-dire que le potentiel que je crée, qu'en réalité je sélectionne dans le futur, le nouveau potentiel, le nouveau futur possible dont j'augmente la probabilité dans le futur, va voir ses probabilités de réalisation augmenter. Ça va se traduire par des synchronicités, des bifurcations où quelque chose va se manifester pour nous aider à suivre ce nouveau chemin, ce nouveau potentiel. Voilà. Puis ça, c'est dans un cas collectif, comment vous le décrivez. C'est comme si collectivement, on a choisi, vous parliez de la pandémie dans votre livre, comme on a choisi, c'est comme si ce futur vers lequel on se dirigeait est en train de s'effondrer, cette probabilité est plus assez solide, puis on s'en va vers un futur plus lumineux, que vous l'appelez. Mais est-ce que, avant qu'on rentre dans cette théorie-là, je me pose la question, est-ce que c'est possible de ne pas créer de façon collective notre réalité, mais individuellement?
Ça, c'est ce qu'on fait en dehors du corps, dans d'autres réalités, dans l'au-delà, mais dans notre réalité à nous, bien physique, dans notre espace-temps, la création, elle est collective. Constamment. Ah oui, c'est une règle. C'est plus une observation jamais contredite qu'une règle. Nous créons collectivement la même réalité. Donc, c'est de là l'importance du collectif, puis de là l'importance d'avoir un changement de conscience. Si on veut aller vers quelque chose de plus lumineux, comme vous l'appelez, il faut qu'il y ait une prise de conscience assez généralisée sur la planète pour qu'on soit capable d'aller vers quelque chose de plus positif. Oui et non. Okay. Parce qu'il y a une question de temporalité là-dedans. Et l'espace-temps, c'est quelque chose de... On n'est pas tous en train de vivre la même chose au même moment. Par exemple, sur la Terre, il y a des endroits où il se passe des choses terribles et d'autres endroits où il se passe des choses merveilleuses. Et ça peut même concerner des nations entières qui vivent paisiblement et d'autres qui vivent dans la terreur. D'accord ? Donc, on ne va pas tous ensemble passer au même moment d'une société qui serait dans le chaos, par exemple, à une société où l'éveil aurait finalement fait que tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes, quoi. Hein. Okay. Simplification, bon, les gens, tout le monde aime bien savoir est-ce que je vais vivre dans ce monde-là ou est-ce que je vais vivre dans l'autre. Ça va dépendre non pas du collectif, mais de la personne. Ça sera un chemin individuel, d'accord ? C'est-à-dire, à l'intérieur du collectif, si vous pouvez vous créer un futur radieux, enfin, je simplifie, hein, je n'aime pas, mais je simplifie. Vous pouvez très bien, à l'intérieur d'un collectif globalement triste, vous créer pour vous-même un futur radieux, d'accord ? Mais entendu, vous allez participer au fait que nous allons collectivement vers un futur radio, mais plus tard pour ce qui concerne les autres. Ok ? Comment expliquer, parce que vous parlez de rétrocausalité, comment, disons pour nous qui sommes habitués d'avoir un temps linéaire, c'est la réalité dans laquelle on vit, c'est difficile de concevoir qu'on peut être influencé par notre futur. Pouvez-vous expliquer un peu ce concept-là? Alors, avec le concept de temps tel qu'on le considère habituellement, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, ce temps-là n'existe pas réellement. Le temps qui nous emmène du passé vers le futur, c'est une distance, c'est de l'espace. C'est-à-dire que ce multivers de possibilités qui nous attend dans le futur, il est déjà là. Hein? Donc, un peu comme si on voyageait vers ce futur-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on crée. Ce qu'on crée, c'est la trajectoire GPS. Ce qui dépend de nous, ce n'est pas le territoire, ce n'est pas les possibilités, elles sont toutes là. C'est la trajectoire GPS. Ça fonctionne comme un GPS. Hein, c'est-à-dire que cette trajectoire que nous allons vivre dans notre futur à nous, elle peut changer au niveau de sa destination. La date de notre mort peut changer, par exemple. Mais aussi, elle peut changer chaque jour. Nous pouvons ne pas suivre la trajectoire qui est prévue par l'univers et auquel cas, ça va être comme pour le GPS, l'univers va recalculer. OK. Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a des recalculs? J'imagine que le libre arbitre a un rôle à jouer là-dedans. Ce sont les lois physiques. Alors oui, justement, alors c'est la bonne façon de concilier le libre arbitre avec les lois physiques. Les lois physiques sont déterministes pendant un certain temps, mais à partir d'un certain temps, il apparaît plusieurs possibilités. Les lois physiques qu'on fait fonctionner dans le présent, elles sont capables de déterminer le futur pendant un certain temps seulement. Après quoi, il apparaît petit à petit un multivers de possibilités. Ok ? Et donc, la trajectoire de notre GPS, si on veut la changer, déjà, il faut parcourir ce certain temps déterministe. Ensuite, il va se présenter des bifurcations. Et si jamais on ne fait pas, parce qu'on a un libre arbitre, ce qui est prévu par l'univers, c'est pas grave, parce que l'univers va simplement changer, réadapter notre trajectoire, sans changer le futur. D'ailleurs, c'est ce que j'ai démontré en tant que chercheur, en tant que
que j'ai publiées dans des revues à comité de lecture, grâce à des travaux sur le billard, c'est qu'on peut changer notre chemin, on peut changer ce qu'on fait dans le présent sans changer le futur. Si on veut que cette flexibilité de l'espace-temps soit possible, c'est la condition sine qua non. Parce que si jamais, lorsque je fais un changement dans l'espace-temps, ça bouleversait tout le futur, ça ne serait pas possible de créer un univers cohérent. Ça ne serait pas possible de créer un futur commun, stable pour tout le monde. D'accord ? Ça ne serait pas possible de conserver la théorie de la relativité qui nous dit que, d'une certaine manière, le futur est déjà réalisé, mais même lointain. Et donc, il était indispensable d'élaborer une théorie qui permette de changer petit à petit les choses sans bouleverser tout le futur, et ce n'est que graduellement que le futur peut changer. Mais aussi, il peut y avoir aussi des raisons qui nous dépassent, qui font que le futur va changer, sans qu'on y soit pas forcément de notre fait. Et à ce moment-là, notre trajectoire GPS va changer sans qu'on exerce notre libre arbitre, sans que l'on exerce nécessairement notre libre arbitre. La raison pour laquelle notre futur peut changer ne vient pas forcément de notre libre arbitre. OK. Donc, qu'est-ce que ça dit pour un individu qui reçoit ça? C'est jusqu'à quel point on a du pouvoir, finalement, de changer notre futur? Alors, ça, c'est ma théorie, hein, je précise, mais bon, elle est quand même pas mal corroborée par pas mal d'observations, notamment l'existence du phénomène de synchronicité. Donc, il y a deux types de changements dans notre parcours de vie futur. Il y a donc, je répète, les changements que l'on peut faire soi-même aux bifurcations, c'est-à-dire aller à droite au lieu d'aller à gauche, alors que l'univers a prévu qu'on aille à gauche, on va à droite. Bon, voilà. Et il y a les changements qu'on peut faire dans notre futur. Mais pour qu'ils soient sous notre responsabilité, il faut que nous ayons changé notre état d'esprit. C'est-à-dire que on parle aussi de vibration. D'accord ? Et alors, il faut faire attention avec ce terme de vibration parce que ça a été beaucoup dévalorisé par le New Age. Hein. Et ce qu'il importe de comprendre, c'est qu'en physique aussi existe le terme vibration, mais qu'on sait de quoi on parle en physique. Et pour ce qui concerne l'espace-temps, ce qui importe et qui peut influer sur l'espace-temps, ce sont les vibrations de l'espace. Les vibrations de l'espace sont des vibrations du vide. Hein. Pas des vibrations de la matière. Les vibrations de l'espace, c'est quelque chose qui existe. Il a été détecté des vibrations de l'espace dans le temps qu'on appelle les vibrations gravitationnelles, mais il existe un autre type de vibration qu'on n'a pas encore exploré en physique, qui sont des vibrations hors du temps, ou disons dans un autre temps, parce que pour décrire les changements de la trajectoire du GPS, on a besoin d'un autre temps. Et donc moi je parle de vibrations dans cet autre temps-là. Et donc c'est la structure vibratoire de la conscience qui, si elle change, est responsable de changement de notre trajectoire. Et si on veut qu'elle change dans le sens d'aller vers notre meilleur futur, il faut se mettre à l'écoute de notre meilleur futur. C'est-à-dire, il faut se mettre, parce que ce n'est pas nous qui pouvons savoir quel est notre meilleur futur. Ce n'est pas à nous qui pouvons savoir ce qu'il faut qu'on vibre pour aller vers notre meilleur futur. Il faut que l'on capte cette information. Et ça s'appelle la connexion au soi. La connexion à plus grand que nous. Se mettre à l'écoute de qui nous sommes au plus profond de soi. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire vibrer la joie d'exister, ça veut dire vibrer un ressenti que l'on a eu et qui nous a indiqué que l'on était fait pour faire quelque chose de précis. Si dans votre parcours de vie, et à l'occasion de déconditionnement, de méditation, de randonnée, de tout ce que vous voulez, de détachement, etc., il arrive souvent qu'on se découvre soi-même. Enfin, il peut arriver, ou ça peut être aussi à l'issue d'une épreuve de vie. Enfin bon, dans la vie, c'est favorisé par le déconditionnement.
Si en état de déconditionnement, on se retrouve un jour ayant compris le sens de sa vie, ayant compris que, parce qu'on a la signature de la joie, que l'idée que l'on pourrait devenir quelqu'un qui va faire telle chose nous met en joie, si cette idée nous met en joie, alors il suffit de vibrer cela, parce que cela vient de notre soi. La joie est la signature du fait que ça vient de notre soi qui nous dit ce futur-là, il existe dans ton futur. Alors tu le vibres et tu vas le réaliser. Et l'univers va le réaliser pour toi. Il va te proposer les ponts, les synchronicités, les bifurcations qui vont t'apporter la chance qui va conduire à sa réalisation. Puis comment interpréter les synchronicités pour ce qu'elles sont vraiment, puis pas se faire à croire que c'est une synchronicité parce que c'est ça qu'on veut. Des fois, c'est difficile avec le mental. Voilà, le problème, c'est le mental. C'est-à-dire qu'une synchronicité ne doit surtout pas être interprétée par le mental. Une synchronicité doit être vécue par surprise. Et l'information qu'elle nous donne doit arriver émotionnellement. S'il n'y a pas l'émotion qui accompagne la synchronicité, il y a probablement une projection, c'est-à-dire que la personne est en train de se leurrer elle-même, elle voit des synchronicités partout, etc. Ça, c'est un classique. Tout le monde tombe dans le piège. Voilà. Moi, pour ne pas tomber dans ce piège-là, personnellement, je ne crois pas aux synchronicités qui peuvent arriver tous les jours. Hein. Je ne crois qu'aux synchronicités qui vous changent la vie réellement. Avez-vous un exemple? Ben, j'en ai plein à chaque fois que j'ai... Ben, j'en ai plein. Non, j'en ai pas plein. J'en ai 3, 4, 5. Mais je peux pas les raconter. C'est à chaque fois des synchronicités qui m'ont invité à écrire un nouveau livre. Hein. OK, donc c'est quand même assez majeur quand ça se présente à vous. Voilà, c'est tout à fait majeur. OK. Je ne vais pas les décrire dans le cadre de cette émission, ce serait trop long. Mais pour que les gens comprennent, en fait, c'est que c'est pas forcément... j'ai regardé l'heure, puis il était 11h11, et c'est un signe à ce que je pensais. Ça, c'est tomber dans le piège du mental. Oui, et puis ce n'est pas des synchronicités, ça, ce sont des coïncidences qui n'ont pas de sens. Une synchronicité, ça doit avoir du sens. Le mental, il est créateur aussi, hein, mais les créations du mental sont illusoires, c'est-à-dire que le mental, effectivement, là où le New Age n'est pas complètement à la ramasse, on va dire, c'est qu'effectivement, si on pense très fort, si on arrive à vibrer un état d'être, parce que le mental l'a commandé, on va augmenter les chances de réaliser cela. Et donc, les personnes qui se convainquent du fait qu'elles revoient les mêmes chiffres ou les mêmes situations, qu'elles n'arrêtent pas de rencontrer des chiens partout, n'importe quoi, elles vont rencontrer des chiens partout, retrouver les mêmes chiffres, etc. Parce que le mental est créateur. Mais ça n'apporte rien à la vie. Ça n'apporte strictement rien. Ça ne va pas vous dire quel est votre futur, quel est le futur qui va vous rendre heureux. Ça ne va pas vous dire, au contraire, ça risque même plutôt de vous mettre dans la merde. Voilà, quelqu'un qui, dans le New Age, on fait croire aux gens que en étant, en vibrant la richesse, par exemple, je veux avoir une belle voiture, on va l'obtenir. Bon, on connaît ce genre de... Le secret. Il y en a une personne, oui, dont le sens de la vie est effectivement de vivre de cette manière-là, de devenir riche, etc. Celui-là, en vibrant ça, il va l'obtenir. Mais la plupart des gens ne vont rien obtenir du tout. Ouais. D'accord ? Parce que ce n'est pas leur vie. Mm-hmm. Ou ils vont l'obtenir parce qu'ils l'auront forcé, mais ça va leur occasionner un tas de plus d'emmerdement qu'autre chose. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui est le problème. Excusez, j'ai pas compris, ça a coupé, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, pardon, c'est moi qui... Parce que ça ne vient pas du soi. Donc, le mental est créateur, c'est la voie de l'ego, ok, on peut obtenir ce qu'on veut, mais de manière forcée de cette manière-là, puis ça va générer plein des synchronicités qui n'en sont pas, hein, qui n'ont aucun intérêt. Alors, ce qui compte, c'est le soi. C'est le soi. Le soi, lui, il est véritablement créateur de notre meilleur futur. Puis le soi, en fait.
faut capter l'information. Le soi, en fait, on peut y accéder par la méditation, par ce que vous disiez tantôt, le déconditionnement. J'imagine que la plupart des gens qui ont fait de la méditation ont eu ce moment à sentir que c'est plus le mental qui pense, puis que ça vient plus du cœur ou que ça vient d'une place différente. Mais est-ce qu'on a substantiellement dans la physique quantique la preuve que le soi existe? C'est une croyance. Moi, j'ai établi un modèle qui est très cohérent, je pense, de la réalité, où j'explique où réside le soi, etc., et le fonctionnement à travers une théorie de l'univers flexible, etc. J'ai réussi à élaborer quelque chose de cohérent. À dire que c'est la physique quantique qui implique le soi, non. Il ne faut pas exagérer. Il n'y a pas que la physique quantique en plus qui nous conduit vers la spiritualité. Il y a aussi la théorie de la relativité, il y a la cosmologie, il y a beaucoup de théories en physique qui sont avérées et qui nous invitent à devenir plus spirituels, qui nous invitent à comprendre le monde dans une plus grande dimension, toutes les dimensions autres. Pas juste dans le matériel, finalement. Pas juste dans le matériel, bien sûr. Oui. Ça m'amène à une question que je l'ai peut-être posée, mais on n'a peut-être pas fait le parallèle tant que ça, mais quel est le parallèle à faire justement entre la physique quantique et ce que vous venez de décrire, la cosmologie, tout ça, et la spiritualité? Il semble y avoir quand même de plus en plus, on dirait que c'est comme la science de la spiritualité un peu. Comment se fait-il? Alors, il y a deux choses. Il y a l'aspect multivers, l'aspect tout est possible dans la physique quantique, et aussi il y a l'aspect intrication. C'est-à-dire qu'en physique quantique, il y a ce fameux phénomène d'intrication qui tente à relier tous les points de l'espace et du temps. C'est-à-dire que lorsque deux particules ou deux événements ont été corrélés à un moment donné, dans le passé ou dans le futur, enfin on va dire dans le passé, parce que c'est plus facile à comprendre, puis se sont éloignés, les particules se sont éloignées, les événements se sont complètement lieu dans des endroits différents, mais ils ont été corrélés un jour. Et ils conservent un aspect quantique. Donc, s'il y a une lecture d'un côté d'informations, ça va interagir sur l'autre partie, parce que les informations restent corrélées. Et donc, par exemple, allez, je vais prendre un exemple marrant qui se trouve dans une bande dessinée très sérieuse, réalisée par des physiciens et validée par les coups de tampon de la science d'une certaine manière. C'est dans cette bande dessinée, vous avez une petite bande de jeunes extraterrestres qui sont aux confins de la galaxie et qui ont quelque chose en commun depuis l'origine des temps avec les terriens, et donc du coup il se met à y avoir une connexion entre les deux, et lorsque par exemple un terrien fait un choix innovant qui n'a encore jamais été fait dans la ligne de vie d'un terrien, eh bien, donc cela va amener le groupe, le terrien à évoluer, et le petit groupe d'extraterrestres va évoluer dans le même sens, ou dans un sens complémentaire. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une information qui est partagée par les deux, qui ne s'était pas manifestée jusque-là, et lorsqu'elle est manifestée d'un côté, elle est forcément manifestée de l'autre. Donc ça, c'est l'application. Ça, c'est l'interprétation de cette bande dessinée que je cite, je ne me rappelle plus son nom. Mais sinon, l'intrication, on ne l'observe qu'au niveau quantique, entre des particules qui toutefois peuvent être éloignées de plusieurs centaines de kilomètres. Des expériences ont été faites. Et si on le généralise, et par contre, si on adopte mon interprétation, parce que moi, je généralise la mécanique quantique au niveau macroscopique, j'ai même fait des publications pour expliquer le raisonnement qui permet de faire cette généralisation. Donc, si on généralise au niveau macroscopique, mon interprétation, donc que je tire de mes travaux sur le billard, c'est que d'une manière générale, si par exemple dans le futur, vous deviez rencontrer une personne et vous la rencontrez plus,
eh bien, votre vie était intriquée à la vie de cette autre personne. Parce que, du coup, l'information comme quoi vous n'allez plus la rencontrer va devoir se transmettre instantanément à l'autre personne qui ne va plus vous rencontrer. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de non-causalité, une information non causale qui intervient pour dire, bon ben voilà, lui il a changé sa ligne de vie, donc il faut changer telle ligne de vie, telle autre, telle autre, telle autre, telle autre. Toutes les lignes sont intriquées, c'est ça. C'est en cela que la mécanique quantique, à condition de l'interpréter de cette manière, ce qui va être contesté par les physiciens mainstream, parce qu'ils ne veulent pas on va dire qu'on les double, si on peut, d'une certaine manière, ils veulent attendre que l'expérience soit faite dans le futur, etc. Donc c'est ma façon d'interpréter la mécanique quantique, et c'est dans ce sens-là, mais je ne suis pas le seul, hein, c'est dans ce sens-là que la mécanique quantique nous conduit vers la spiritualité. Mais c'est une interprétation. Oui, je comprends. D'accord. Est-ce que les découvertes qu'on a faites jusqu'à ce jour nous amènent à prouver l'existence de Dieu ou d'une conscience qui aurait engendré l'univers ou tout ça? Est-ce qu'on est rendu là dans les découvertes? Alors, à condition d'interpréter la physique correctement, en remettant la conscience au premier plan, oui. C'est-à-dire que si on interprète la physique rationnellement, je dis bien rationnellement, parce que le matérialisme est complètement est devenu irrationnel aujourd'hui. Hein. En physique, on a découvert suffisamment de choses. Non, mais je suis très sérieux. Oui. En physique, on a fait suffisamment de découvertes qui nous contraignent, qui nous obligent à conclure que le matérialisme, c'est du grand n'importe quoi. Ah ouais. Par exemple, la découverte des ondes gravitationnelles, relativement récentes, qui sont des ondes du vide, la découverte du boson de Higgs, également récente. Qu'est-ce que c'est que le boson de Higgs? D'après Higgs lui-même, c'est le vide qui agit sur la masse des particules. Le vide, il prend l'analogie en disant c'est comme si le vide était un champ de neige et que lorsqu'il y a une particule qui se déplace dans ce vide, donc dans ce champ de neige, il y a une interaction avec les flocons et donc ça introduit une inertie. Donc il y a une véritable action du vide sur le réel. Donc on ne peut plus être matérialiste et il y a bien d'autres éléments en physique, le fait qu'on détruit l'espace, que l'espace n'est pas véritablement de l'espace, que, enfin bon, je vais pas en parler. Écoutez mes conférences et vous serez convaincus du fait qu'on ne peut plus être matérialiste aujourd'hui. S'il y a encore des matérialistes, c'est parce qu'ils sont totalement incompétents, qu'ils ne sont pas, se sont pas instruits, ils n'ont pas. Ouais, c'est ignorant. Ils ont ignoré les décennies d'évolution de la physique, et pas que de la physique, même en biologie, il y a l'épigénétique qui n'est pas encore appliquée, il y a plein de choses. Donc, avec le matérialisme, allez, dehors, à dégager. On est rendu ailleurs. Puis on a besoin d'aller vers autre chose. D'ailleurs, c'est justement de là où je veux venir. On parle un peu de ce futur qui était, selon vous, en train de se tracer pour l'humanité au début des années 2000, qui s'en allait vers un futur, vers le transhumanisme. Puis selon vous, on a échappé à ce futur-là. Premièrement, qu'est-ce que vous pensez du transhumanisme? Puis deuxièmement, pourquoi vous pensez qu'on s'en va plus vers ça? Alors, le transhumanisme, il a été créé par la pensée collective qui était en vigueur, moi, quand j'ai fait mes études. Hein, donc, dans les années, après-guerre, les années 60, 70, 80, presque tout le monde était matérialiste. Enfin, pas presque tout le monde, mais j'étais matérialiste. Et il n'y avait pas de raison de remettre en question nos idées sur la matière, nos idées sur et on commençait à avoir des raisons de remettre en question nos idées sur le temps à peine. Plein de théories, des théories surgissaient de la mécanique quantique, la théorie des cordes surgissait, mais rien n'était démontré. Bon, les choses qui ont commencé à être démontrées, c'est seulement à partir de 1982, parce que là, l'intrication quantique a été démontrée comme réelle. Et plein de choses après, plein. Donc, si vous voulez, dans les années 80, on était encore, donc il y a 50 ans,
on était dans un paradigme de pensée où très, très normalement, on se construisait un futur transhumaniste. Parce qu'il était normal de penser que l'homme était une machine biologique. Il était normal de penser que tout est matière, etc. Donc on s'est construit, il y a 50 ans, un futur transhumaniste. Et les personnes qui veulent nous emmener aujourd'hui vers ce futur-là sont des personnes qui sont restées dans cette pensée-là. Les intellectuels du Forum économique mondial, je pense à Harari et bien d'autres, Ouais. je pense à Laurent Alexandre, je pense à etc., ceux qui nous rebattent les oreilles avec leurs théories complètement dépassées. Qui ont gagné quand même beaucoup de momentum. Voilà, sont ceux qui veulent encore nous conduire vers le transhumanisme. Et il y a beaucoup de troupes de penseurs qui sont ignorants, qui veulent encore nous conduire vers ça parce qu'ils n'ont pas intégré les progrès de la science depuis 50 ans. Mais ces progrès, ils ont fait leurs effets. De plus, il y a eu énormément d'expériences scientifiques faites sur les phénomènes inexpliqués tels que la vision à distance, la vision du futur, la télépathie. Il y a eu aussi tous les témoignages d'expérienceurs de mort imminente, de sortie de corps. Il y a aussi les ovnis qui sont un phénomène que l'on ne peut interpréter que dans un cadre spirituel, si on peut dire. Et tout ça fait que ça a pris beaucoup de cohérence et qu'aujourd'hui, une très grande, peut-être pas une majorité, mais les personnes les plus créatives, les personnes les plus intelligentes sur Terre pensent d'une autre manière et vont nous emmener vers un nouveau futur. Et ce qui a été prouvé grâce à la crise Covid, parce que lorsqu'il y a un basculement dans une vie, et donc là c'est un phénomène collectif, lorsqu'il y a un basculement dans l'humanité, il y a à un moment donné un choix qui est fait d'aller ailleurs, dans une autre direction. Et si c'est un peu brutal comme choix, ça se traduit par une résistance de l'ancien futur. Et cette résistance de l'ancien futur, on l'a vécue avec toutes les mesures absurdes qu'on nous a fourguées pendant la crise Covid, du masque jusqu'à la vaccination, etc. Et moi, j'avais prévu dès l'année 2020 que la vaccination ne marcherait pas, etc., etc. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que mon livre a eu un grand succès. Et parce que j'avais compris qu'il fallait interpréter la crise Covid comme un basculement vers un nouveau futur, qui était précédé de coïncidences étranges. Voilà. Comme quoi? Quelle coïncidence étrange par rapport à la COVID? Toutes les coïncidences étranges qui nous ont conduits à la décision du confinement. C'est-à-dire la coïncidence étrange. D'abord, le fait que le Covid débarque au moment où il y a un effondrement financier aux États-Unis, le fait qu'il débarque au moment où il y a une simulation exactement de ce virus-là, l'Event 201, etc. Il débarque, enfin bon, en France. Selon vous, c'est des coïncidences, c'est pas une conspiration. On peut y voir des complots, mais moi, je pense que la théorie du complot, il faut la considérer comme une simplification abusive, mais la situation est toujours plus compliquée, hein, parce que un complot, si on le fait correctement, on ne fait pas les choses dans cet ordre-là. Hein. On ne simule pas avant l'arrivée du virus, on simule aller vite en catastrophe juste après. On fait pas, on introduit l'effondrement financier après et pas avant. Enfin, on ne fait pas les choses dans cet ordre-là si on veut faire un complot. Quoi. Parce que là, un complot, normalement, il devrait devenir invisible, il ne devrait pas être détectable. Ouais. Un bon complot ne devrait pas être détectable. Donc, c'est un complot qui a foiré parce qu'il est devenu manifeste. Et en fait, ce n'est pas qu'il y a eu un véritable complot, c'est qu'il y a eu une situation plus complexe, certainement malsaine, qui est difficile à comprendre tant qu'on n'a pas tous les éléments et qu'on peut, d'une manière simpliste, résumer comme une série de complots, mais en fait, ça ne tient pas vraiment debout. Mais il n'empêche que les intentions, de toute façon, de nous conduire, et c'est ça qui compte, parce qu'elles se sont révélées après, je veux dire, parce que l'intention d'exploiter la crise Covid pour nous conduire vers le transhumanisme, ou plutôt déjà vers une réinitialisation du système financier, le Great Reset,
C'est déjà, elle a été avouée. C'est même pas la peine d'aller chercher un complot. Elle était avouée. Elle a sûrement existé avant, mais elle a été avouée. Donc, la théorie du complot ne sert à rien. Ça ne sert à rien en plus il suffit juste de dénoncer, attention, ou regardez où on va vers une réinitialisation bancaire. On est en train d'exploiter le virus pour nous emmener vers une réinitialisation bancaire qui va nous conduire à une société de contrôle où on va devenir des esclaves. Ça, ok. Ça, maintenant, tout le monde l'a compris. Donc, plusieurs personnes, pas tout le monde. Pas au Québec. En France, il y avait quand même 10-15% de gens qui l'avaient compris. Et maintenant, c'est presque un tiers, si ce n'est la moitié. Moi, mes voisins, maintenant, avant, je ne pouvais pas discuter avec eux. Maintenant, je peux discuter avec eux parce que, d'abord, ils ont un gamin qui a des problèmes. Suite au vaccin. Donc, il y a plein de gens qui ont compris qu'il se passait quelque chose de pas catholique. Oui. Mais puis vous avez raison, en fait, puis j'en parle souvent parce que je reçois beaucoup de Français à ma chaîne. J'apprécie vraiment que vous preniez parole dans tout ça parce que au Québec, on est peut-être parce qu'on est moins nombreux, votre femme est québécoise, donc vous devez connaître quand même la dynamique au Québec, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont osé prendre parole, puis des fois, c'est facile de perdre espoir, de se dire on est dans l'obscurité la plus totale, puis on dirait qu'il n'y a personne qui réalise. Je vois plein de gens autour de moi qui ont des effets secondaires, mais les gens ne font pas les liens. Donc, quand vous dites qu'on a réussi à aller vers un futur plus lumineux, il y a une partie de moi qui est assez sceptique. Je dois vous l'avouer. J'ai envie d'y croire, mais... Vous avez quand même pas mal de gens, dont Lucie Mandeville. Oui, votre femme. pour éveiller les gens à ce niveau-là. Hein. Oui. Moi, je pensais que... On est quand même quelques-uns à avoir pris parole, mais des scientifiques ou des médecins ou des gens qui auraient, comme vous, comme Dr Fouché ou comme professeur Perron. En France, vous avez eu quand même plusieurs personnes qui ont pris parole, mais au Québec, si vous travaillez encore, prendre parole, c'était juste pas possible. Il y a professeur Patrick Provost qui a perdu son emploi, ou en tout cas, ça a été super compliqué pour lui. Donc, je peux comprendre que ça ne donnait pas vraiment le goût aux gens de prendre parole. Puis j'imagine que je vois ce que Dr Fouché a vécu ou professeur Perron. Mais professeur Perron a pris sa retraite, donc c'est différent. Mais les gens perdent leur emploi quand ils parlent. Donc, c'est sûr que quand on a des bouches à nourrir, qu'on a une famille, je comprends les enjeux que ça représente. Mais pour en revenir à ce que vous dites, oui, puis je reconnais. J'ai parti un nouveau média, j'ai parti Libre Média pendant la pandémie. On était une équipe. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire quelque chose. Mais ça fait du bien entendre des gens de la France ou de la Belgique ou même des États-Unis, que j'écoute beaucoup de podcasts aux États-Unis, où on dirait que c'est pas pareil. Justement, comme vous dites, on dirait qu'il y a des gens qui prennent conscience, qui se sont fait avoir dans quelque chose qui n'était pas sain finalement, qui c'était pas vrai que c'était pour leur santé. Puis là, il y a comme une reprogrammation ou un recalcul en cours du GPS comme pour prendre vos images. Mais je me pose la question, comment vous pouvez avoir la certitude qu'on a échappé belle à ce futur transhumaniste qui semble encore essayer de se mettre en branle? Mais parce que l'Occident est en train de s'effondrer, tout simplement. Parce que la crise en Ukraine était la continuation de ce mouvement, parce qu'on peut interpréter la scission géopolitique de 2021, enfin 2022, début 2022, parce qu'au départ, le Forum économique mondial, c'était mondial le projet. Il s'agissait d'aller tous ensemble, pas seulement les États-Unis et l'Europe, mais aussi la Chine, la Russie et tout le monde, vers une réinitialisation bancaire. Ils étaient tous d'accord. Ils sont tous d'accord de leur côté. Ils vont peut-être faire ça aussi d'ailleurs. Et donc, il y a eu une scission parce que ce qui s'est passé, c'est que 2 ans après, quand on a vu que les mesures conduisaient à rien, qu'elles ne fonctionnaient pas, que le vaccin ne marchait pas, en plus, il y a des effets secondaires, il était normal que le bloc qui était pas forcément dominant au niveau du Forum économique mondial dise votre truc il a planté, on va faire bon à part, donc débrouillez-vous avec votre monnaie, nous on va faire la nôtre. Hein. Donc, et du coup, c'est ça qui a généré la guerre en Ukraine, parce que c'est toujours la monnaie qui est à l'origine, le problème des guerres. C'est toujours la monnaie qui est à l'origine des guerres. C'est un conflit sur la monnaie, puisque ce sont toujours les plus puissants qui déterminent le cours des événements, malheureusement, sur la planète, parce que c'est la finance qui règle tout.
Et donc, la guerre en Ukraine a été la continuation, et ce qui prouve que c'est la loi de l'emmerdement maximum qui a démarré en 2020 pour le Forum économique mondial, pour le programme de toutes ces élites transhumanistes, enfin matérialistes, financières. Oui. Elle a continué jusque la guerre en Ukraine. Hein. Et ça continue encore aujourd'hui, puisque bon, voilà, c'est une grosse bêtise que fait Israël, même si bon, on peut être d'accord, on peut comprendre beaucoup de choses, mais quand même, c'est pas évident. Bon. Il y a beaucoup de violence, mais d'un bord comme de l'autre, c'est violent ce qu'on vit. Donc, en fait, moi, je l'interprète comme un effondrement de l'Occident, de sa monnaie. On va la vivre, on va descendre. Hein. Qui est la preuve du fait qu'on ne va plus vers cet ancien futur. D'ailleurs, avec ce mouvement, vous avez remarqué qu'il y avait une déshumanisation terrible par rapport à tout ce qu'on a fait non seulement au peuple à travers la vaccination, mais aux enfants. Je ne vais pas parler des dossiers concernant les enfants. Vous avez aussi les preuves de tout ce qui a été fait concernant l'image du couple, l'homme et la femme. On essaye de détruire le couple homme-femme. Le genre n'existe plus, on est dans le fluide. Donc tout ça, ça participe du même processus d'effondrement de l'Occident, qui est en fait un effondrement de la pensée occidentale qui devait nous conduire au transhumanisme. D'accord ? Et donc tout ce qui a été élaboré comme stratégie pour nous conduire vers ce nouveau monde est aujourd'hui complètement planté et en train de se désagréger. Donc, il faut parce que c'est devenu trop évident. C'est ça votre point, c'est que c'est même... Ils ont raté leur coup, finalement. Exactement. Donc, la bonne nouvelle. Donc, il faut arrêter de regarder ça et d'en avoir peur. Il faut regarder le nouveau. Il faut regarder les nouvelles initiatives pour vivre ensemble, pour être plus humains, pour échanger, pour être en solidarité, d'autant plus qu'on va en avoir besoin, parce que l'effondrement qu'on va vivre va nous obliger à réagir avec de nouveaux moyens d'échange. Mais ça, c'est vachement positif. C'est vachement positif. On va petit à petit se libérer de nos geôliers, si on peut dire. Est-ce que, parce qu'on parle quand même, on va devoir passer par un effondrement, on est en train de le vivre, on le voit bien, là, comme tout ce que vous décrivez, je pense qu'on est nombreux à observer qu'il faut passer par là, mais les systèmes de contrôle qui sont en place, que ce soit les systèmes de santé, systèmes d'éducation, systèmes financiers, doivent s'effondrer parce qu'ils sont profondément... Ils vont se mettre en place partiellement, parce qu'il y a une telle inertie de toutes les institutions qui voulaient nous conduire vers ça, que ça va partiellement se réaliser, et ça va merder partout, ça va déconner à plein tube. Mais ça va exister, et à certains endroits, ça va faire des dégâts. Bon, ce qu'il faut, c'est petit à petit se désolidariser de tout ça, dire non, on ne veut pas de ce monde-là, et travailler à un autre monde où on n'est pas dans... sortir de ce système de contrôle en train de chercher à s'imposer. Comment on fait pour créer notre futur lumineux? Mais le futur lumineux, donc ça c'est mon deuxième livre, la suite du grand virage. Dans ce futur lumineux, je laisse tomber cette analyse-là parce qu'elle est trop... elle a un aspect, on va dire, qui fait peur, si on ne veut pas y croire. Et j'explique pourquoi nous allons vers un futur lumineux, c'est-à-dire que nous allons vers une nouvelle science qui va cautionner considérablement toutes ces nouvelles façons de vivre, et ça va passer par toutes les nouvelles thérapies, puisque la médecine va devoir se révolutionner, puisque les gens vont cesser d'avoir confiance dans la médecine globaliste. Bien sûr, on va continuer la chirurgie, et on va aller vers un développement du potentiel, pas humain, mais de la conscience humaine qui va être super. On va aller vers la découverte et des pratiques au niveau de la conscience qui vont être fantastiques. Et petit à petit, on va basculer vers ce futur où l'humain va s'éveiller à sa véritable nature. Qui est spirituelle. C'est-à-dire, nous ne sommes pas
des êtres matériels, nous sommes des êtres spirituels embarqués dans une réalité matérielle et notre vie, elle se décline bien au-delà de la mort. Hein, voilà, donc, et ça, c'est en train de devenir de plus en plus évident. J'en ai parlé avec le docteur Olivier Chambon dernièrement, qui justement vous parliez des expériences de mort imminente tantôt. C'est quelque chose qu'on a brièvement abordé. Donc, ben, j'adore vous entendre parler parce que c'est sûr qu'on a besoin de cet espoir-là. On voit les mouvements spontanés qui se forment. Bon, il y a de plus en plus d'écoles à la maison. Il y a une communauté qui s'est formée dans l'éducation aussi pour sortir les enfants, parce que vous l'avez nommé, les enfants, c'est quand même assez terrible ce qu'ils ont vécu pendant les 3 dernières années. Puis je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont souffert avec leurs enfants, puis ont fait, OK, on change ça, puis on s'en va vers autre chose. Il y a beaucoup de communautés qui se sont créées, d'éco-villages. Donc, il y a ça. Mais il y a encore... on a encore un pied dans le système. Donc, pour beaucoup de gens, aller vivre, avoir une serre, des poules, puis il y a comme quelque chose qui n'est pas réalisable, pas aligné avec comment on fait pour aller vers ce futur. Bon, il faut avoir les pieds des deux côtés. Il y a des gens qui mettent les 2 pieds d'un côté, certains qui vont être obligés de conserver les 2 pieds du mauvais côté, mais moi je pense que une bonne partie des gens vont conserver un pied de chaque côté, et c'est très bien, et ça il faut l'encourager, parce qu'on est obligé de conserver le système, parce que c'est-à-dire que ben, voilà, les graines qui poussent, elles poussent sur le sol où il y a de la mauvaise herbe, hein, donc voilà, il ne faut pas que ce soit... Il faut utiliser de l'énergie de l'ancien système pour aller vers le nouveau. Donc, il est absolument moral par exemple, conserver un boulot pour pouvoir continuer à vivre, mais en même temps, commencer à vivre autrement parce qu'on s'est acheté un lopin de terre ou une maison à la campagne ou je ne sais quoi. Ça, c'est complètement moral. Hein. Même si du coup, on n'est pas tout à fait... bien dans ses baskets, dans le boulot qu'on est obligé de conserver, c'est pas grave, c'est normal, c'est moral, ce n'est pas immoral, ce n'est pas profiter du système. C'est juste se permettre d'aller vers un nouveau système sans se mettre de... En assurant les fondations, finalement, s'assurer que les fondations sont prises en charge. Donc, il faut faire les deux à la fois. Moi, je connais plein de gens qui font les deux. Et moi-même, j'ai conservé un pied au CNRS, et de toute façon c'était normal parce que le travail que j'ai fait au CNRS, le travail de chercheur a été un travail qui, bon, même si même petit à petit j'ai commencé à cesser de faire une recherche qui était dans la ligne de mon laboratoire, donc j'ai eu quelques petits soucis à certains moments, mais moi j'ai toujours considéré que c'était parfaitement moral ce que je faisais et que c'était mes collègues qui n'agissaient pas moralement parce que eux ils agissaient dans le système, d'accord? La moralité elle est du côté de ceux qui essayent de sortir de l'ancien système tout en restant dedans, d'accord? Ils sont les porteurs des nouvelles graines. Est-ce que selon vous, ce changement-là, cet effondrement-là va se faire sur plusieurs générations ou ça va être assez rapide comme changement? Je pense que ça va être les deux, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie de ce nouveau monde qui va se mettre en place très rapidement, mais pas partout. Et puis, la généralisation à toute la planète ou à tout le monde de ce mouvement va se mettre en place en plusieurs générations. Voilà. Donc, les personnes qui sont pressées d'aller vers le nouveau monde n'auront pas à attendre plusieurs générations parce que pour ce qui les concerne, elles vont pouvoir, avant les autres, dessiner ce nouveau monde. Bien sûr, ça ne sera pas une planète dans laquelle tout sera, comme par miracle, réglé, bien entendu. Ouais. D'accord? Ça va engendrer une scission, ça va être amusant d'ailleurs. Et d'ailleurs, cette scission, on l'a déjà vécue, puisqu'on a remarqué qu'entre, par exemple, les non-vaccinés et les vaccinés, ça devenait difficile de continuer à vivre ensemble pendant un certain temps. Pendant un certain temps. Cette scission, elle va continuer, mais elle ne va pas avoir pour base la vaccination, elle va avoir pour base quelque chose de beaucoup plus important, qui est le système de croyance. C'est-à-dire que vous voyez qu'actuellement, l'ancien système résiste en essayant de faire passer toutes les personnes intelligentes, plus intelligentes qu'elles en plus, pour des gens qui rentrent dans des sectes. On essaye de faire passer... on essaye de faire passer
courants spiritualistes comme des courants sectaires. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, où est la vraie secte? En France, ça s'appelle la vraie secte, c'est la Miviludes. C'est celle qui est chargée de lutter contre les sectes. Or, il n'y a rien, elle est devenue elle-même une secte. C'est comme les fact-checkers, finalement, c'est eux qui mentent puis qui font la désinformation. Avec les complotistes, en fait, c'est une guerre de l'information. Et donc, il va y avoir une scission entre la partie du monde qui va être dans l'information qui nous est desservie par les médias et le gouvernement, et l'autre partie qui va construire un monde complètement nouveau, où là, ça va être extrêmement disparate, parce que vous allez avoir pas seulement des gens qui sont dans la spiritualité, mais aussi des gens qui sont plutôt des agriculteurs, ou des gens, enfin, de toutes sortes de personnes. Donc, ça va pas être simple non plus de construire le nouveau dans un contexte aussi disparate, mais c'est grâce à toutes les personnes qui vont sortir de la désinformation qu'on va pouvoir construire ce nouveau. Puis, on parlait tantôt de la médecine, des chirurgies, de toutes les possibles qui vont s'ouvrir à nous avec justement, j'aimerais qu'on parle de la santé. Est-ce que la guérison devient possible à travers, justement, peut-être plus la physique quantique ou la conscience, ou qu'est-ce qui est possible pour nous qui doutons maintenant énormément du système allopathique? Alors ça, c'est pas tellement ma partie. Bon, mais je dirais pas qu'il faut faire attention avec tout ce qu'on appelle la médecine quantique, etc. Hein. C'est pas ma partie. Je suis pas contre l'idée que le quantique peut nous amener à de nouvelles approches thérapeutiques. Je suis pas du tout contre. Mais il faut faire attention parce que comme ça n'est pas du tout réglé par la science, ce n'est pas du tout encadré par la science, ce genre de choses. Forcément, il apparaît des charlatans, il apparaît des abus, donc il faut faire attention. Hein. Mais je pense que malgré tout, on ira vers des thérapies, je préfère parler de la conscience, hein, des thérapies qui vont faire intervenir plutôt les capacités humaines, les capacités de la conscience vers la guérison. Hein. Je suis moi-même auteur d'un modèle qui interprète la conscience différemment du cerveau comme ayant ces capacités-là, tout simplement parce que la conscience, elle a une certaine épaisseur temporelle, une certaine fenêtre de temps, et elle est capable de régir les lignes de temps. Et donc, régir les lignes de temps, ça veut dire lorsqu'il y a une maladie qui est là, repositionner tous les possibles, grâce à la conscience, et réorienter les lignes de temps dans la bonne direction. Ça, c'est quelque chose qui se pratique en dehors du corps, mais c'est aussi quelque chose qui se pratique dans le corps, hein, par exemple, une personne qui fait des passes énergétiques. L'énergétique s'explique à travers la possibilité de modifier les lignes de temps. Voilà, et donc, voilà, mais bon, c'est pas tellement ma partie. Ouais, alors, même mais quand vous parlez des différentes lignes de temps, est-ce que ça signifie qu'il y a plusieurs dimensions simultanément qui peuvent arriver? Est-ce qu'on peut vivre dans plusieurs dimensions en même temps? Plusieurs lignes de temps, ou est-ce qu'on fait juste se promener? Ça dépend ce qu'on appelle dimension. Si on appelle dimension le fait qu'il existe des lignes de temps multiples, oui. Hein, voilà, il existe des lignes de temps multiples, mais ce n'est pas le terme dimension qui convient. Ouais, hein, je comprends. Mais oui, sinon, oui. Donc, on peut se promener d'une ligne de temps à l'autre dans notre existence. Alors, dans une certaine mesure, oui, on peut modifier les lignes de temps. On le fait déjà au niveau de notre vie entière. Mais pour ce qui concerne, au niveau, on va dire, de notre parcours de vie, mais pour ce qui concerne notre conscience organique, c'est autre chose. C'est plus difficile, c'est plus concentré, c'est plus... Là, ça nécessite effectivement une véritable action thérapeutique. Et là, il y a différentes approches, soit qui travaillent sur l'information, soit qui travaillent sur l'énergétique. L'information et l'énergie, c'est deux aspects d'ailleurs un peu différents, mais liés. Mais là, ce n'est pas ma partie, je le répète, mais sinon, oui, j'approuve. Il y aura des choses qui peuvent
des nouvelles pratiques qui pourront émerger, qui existent déjà et qui peuvent en partie se justifier par la quantique. Mais attention avec ça. Et attention notamment aux technologies qui en dérivent. OK. Voilà, je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas vérifié. Voilà. Donc, quand même, vous avez un bémol par rapport aux technologies qui en dérivent. J'irai avec les questions. J'ai pris en note quelques questions du public. Ceux qui écoutent vont peut-être remarquer que j'ai déjà posé des questions, donc ça se recoupe. Là, je ne veux pas répéter, mais puis vous avez répondu spontanément à plusieurs questions que les gens se posaient. Mais je vais quand même en lire quelques-unes. Je voudrais. Donc, on va aller dans plusieurs directions, là, mais il y a Martine Jussaume qui posait la question, est-ce que nos pensées, nos émotions ont-elles réellement un impact jusqu'à très loin dans l'univers? Donc, elle se posait la question si on avait un impact juste sur nous ou si ça pouvait aller très loin dans l'univers, l'impact qu'on a avec nos émotions. La réponse est oui. Oui, c'est pas seulement, ça n'adresse pas seulement notre futur, ça adresse également toutes les réalités qui correspondent à la même vibration. Une vibration, attention, c'est pas une sinusoïde, hein, c'est pas une fréquence, c'est une structure vibratoire qui s'assimile plutôt à un signal qui peut contenir beaucoup d'informations, énormément d'informations. Un orchestre musical, c'est un signal, hein, il contient énormément d'informations. Et notamment, ça peut contenir une information émotionnelle, mais l'information émotionnelle, c'est la porteuse, et ça peut contenir l'information de la pensée. Ça peut adresser des situations, ça peut adresser des archétypes, ça peut adresser des choses très, très complexes. On peut transformer un signal, d'ailleurs, en une image extrêmement représentative. Ça, c'est mathématique. Et inversement, d'accord. Donc, la manière dont se relient les points dans l'espace-temps se fait, alors je vous l'ai dit, par intrication, lorsque on a des éléments corrélés, mais au-delà, dans les dimensions, dans les vraies dimensions mathématiques supplémentaires qui sont des dimensions vibratoires, on a une véritable communication. Alors ça, c'est mon point de vue, ce n'est pas mainstream, ce n'est pas de la physique admise, hein. Mais c'est mon point de vue de physicien, mais je suis assez confiant là-dessus. Deux points de l'espace et du temps séparés par des distances ou des temps importants peuvent être liés par une structure vibratoire. D'accord? C'est à partir du moment où vous avez une structure vibratoire ici et que là, vous avez la même structure vibratoire, elles vont créer un pont. Ça va créer un pont et ça va permettre de faire passer de l'information de l'un à l'autre. D'accord? Ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle les ondes de torsion, hein, que d'autres appellent les ondes scalaires, mais il faut faire attention avec les ondes scalaires parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. Est-ce que ça autorise les voyages dans le temps? Oui, mais oui, ça autorise les voyages dans l'espace-temps en général. Mais les voyages dans le temps ne servent pas à grand-chose parce qu'on ne peut pas modifier tout seul une réalité qui dépend d'un collectif. Donc, comme dans le film de Retour vers le futur, on ne peut pas comme créer une réaction en chaîne qui va ruiner. On peut aller vers en voyageant dans le passé, on peut créer une nouvelle ligne de temps où on va se retrouver dans un univers où on aura résolu le problème et on va y être tout seul. Donc, ce sera un rêve, ce ne sera pas une réalité. Et si on veut revenir vers la vraie réalité qu'on aurait voulu modifier, on va s'apercevoir qu'elle n'a pas changé. Donc, voilà, donc on ne peut faire que des modifications illusoires. Donc, ça veut dire qu'à petite échelle, on n'a pas un impact vraiment sur le collectif dans lequel on vit. On ne pourrait pas impacter. C'est intéressant d'aller dans le passé pour voir qu'est-ce qui peut être débloqué au niveau thérapeutique chez les gens, mais c'est encore plus intéressant d'aller dans le futur pour voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui risque d'arriver et qu'il vaut mieux éviter. Oui. Voilà. Mais on a plus de pouvoir. En pensant que de toute façon, les changements qui ont lieu dans le futur ou dans le passé vont continuer de se faire indépendamment de ce qu'on a pu y faire. Et comme c'est le collectif qui gouverne, on ne va pas faire changer grand-chose.
Et la seule chose intéressante, c'est le futur, être prévenu qu'il risque de nous arriver quelque chose de négatif. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a des prémonitions, qu'il y a des gens qui vivent en rêve, des situations qui leur permettent d'avertir les gens. Hein. C'est aussi pour ça que la voyance ne fonctionne pas, parce que c'est le but, une voyance qui fonctionne bien est une voyance qui ne fonctionne pas. Comment ça? Fonctionne bien, c'est-à-dire vous voyez que quelqu'un va avoir un problème, vous lui dites et du coup, il va éviter le problème. Il va dire, ah ben, vous m'avez prévu n'importe quoi. D'accord. Bon, c'est donc vous voyez que ces choses-là sont subtiles. Hein. Bon. Ouais. C'est comme dans la matrice aussi, on voit que du moment qu'on joue avec le futur, on l'influence aussi. Donc, on ne sait plus si c'est la voyante qui a provoqué. Il est toujours mieux que les choses se fassent de façon naturelle. Nous sommes naturellement câblés pour modifier le futur. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser la technologie ou d'aller faire des voyages. La manière la plus efficace de modifier le futur, tout comme le passé, c'est dans le présent. On est déjà câblé pour ça. On en parlait tout à l'heure, on revient là-dessus, sur votre livre que vous venez juste d'écrire. Il y a Robert Arsenault qui posait la question: par quelles actions concrètes pouvons-nous bien nous préparer pour le grand virage de l'humanité, et nous assurer que le nouveau futur sera prometteur? Donc, des actions concrètes. À mon avis, par des actions de mise en lien. Au Canada, ça existe. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'ai même moi-même créé un réseau. Je suis informaticien. Enfin, je ne l'ai pas développé moi-même, mais fait créer un réseau qui s'appelle Synapse, 6naps.net, qui est un système de mise en lien où j'ai introduit la possibilité d'utiliser la monnaie libre ou tout simplement plus tard l'économie du don. Et surtout d'organiser des événements, des rencontres, etc., pour que les gens qui sont un peu dans cette même pensée de construction d'un nouveau monde puissent se rencontrer et puis réfléchir ensemble. Voilà, ce genre d'action. Et puis surtout, ça c'est de manière à préparer la solidarité future qui sera nécessaire lorsqu'on va commencer à vivre des événements un peu délicats. Et surtout l'autonomie, essayer d'acquérir un mode de vie qui soit le plus résilient au système qui essaie de nous broyer, quoi. Donc, essayer d'aller vers des nouveaux métiers qui soient moins dépendants des multinationales, d'aller vers des métiers qui soient plus indépendants, mais qui soient plus en lien avec la nécessité de vivre en collectivité, pas vivre en communauté, mais vivre en collectivité. Voilà, donc au niveau local, plus apprendre à vivre au niveau local, etc. Enfin, il y a plein. Moi, je ne suis pas forcément bien placé pour théoriser ce genre de choses. Mais en tout cas, vous en parlez quand même dans votre livre. Vous parlez d'avenues, il y en a plusieurs, là, donc je pense pour ceux qui ont envie de lire le livre aussi, ça peut. Je parle du grand virage de l'humanité, celui que j'ai lu, là, qui est sorti en 2021. Le dernier chapitre, c'est beaucoup des solutions. Ça s'appelle le futé lumineux. Donc, je recommande aux gens d'aller vous le procurer si vous avez envie de positif. Là, ça fait du bien. Puis, c'est dans le concret aussi. Toutes les monnaies, justement, les monnaies locales. Puis, vous parlez beaucoup, beaucoup du local comme étant une solution concrète vers le futur. Oui. Finalement, c'est comme le mouvement contre le globalisme. On veut retourner vers quelque chose de plus proche de nous. Est-ce que vous pensez quand même qu'il va continuer d'y avoir une certaine forme de globalisme où on va pouvoir continuer d'être connecté avec la planète, de voyager, toutes ces choses-là, ou est-ce que ça vient contradictoire selon vous? Non, ça va continuer, mais bon, ça m'est difficile ça va être de plus en plus difficile peut-être de changer de continent, j'en sais rien. En fait, franchement, je n'ai pas trop réfléchi à ça puisque je me concentre sur le local, mais je pense que de toute façon, pendant un long temps, on va continuer de fonctionner avec le système de l'argent, même s'il n'aura pas la même forme. Et par contre, effectivement, si on veut voyager librement, on va être obligé de fonctionner au moins partiellement dans le nouveau système numérique. Donc, ça sera important d'avoir deux vies, une vie
où on est officiellement bien intégré dans le système, et une autre partie de sa vie où on est au contraire complètement dans le nouveau. Donc ne pas céder sa liberté sur tout. On va continuer d'être contraint sur les ventes immobilières, on sera même sur l'achat des voitures, etc. On va être contraint. On pourra difficilement éviter un futur où on sera tracé partout où on va en voiture. On pourra difficilement éviter un futur où on sera tracé partout où on va, alors, dès qu'on dépend du système. Hein. Ouais. Donc, ça, il va falloir s'y faire. Éviter le pire à chaque fois, évidemment, éviter la vaccination. Heureusement, je pense que là, c'est gagné. Éviter tout ce qui peut nous aliéner, tout ce qui peut nous faire du mal. Mais bon, voilà, à part ça, mais ce sont bien plus des gens privilégiés qui vont bénéficier de ces facilités, et ça sera bien. Et comme on va être dans une nouvelle pensée qui va de plus en plus gagner les gens les plus intelligents, les gens les plus aisés, étant en général pas complètement idiots, vont comprendre que par eux-mêmes, il faut aller aider plutôt les gens qui sont pauvres parce qu'ils sont en train de bâtir quelque chose de nouveau. Ouais. Donc, on peut compter aussi sur cette forme de solidarité désintégrer de ceux qui sont intégrés dans le système vers ceux qui veulent en sortir. On peut compter là-dessus. Donc, c'est compliqué, c'est difficile de chercher à voir les choses. Ça va être très complexe. De même que le complotisme essaye de voir le passé d'une manière trop simpliste, on essaye de voir le futur de manière trop simpliste. Il faut avoir la foi. La seule chose qui compte, c'est la foi. Moi, je jouis de ma foi dans le nouveau futur lumineux, dans le futur lumineux. Je ressens en moi profondément que c'est gagné parce que ma foi me le dit. Voilà, parce que j'ai la foi. Il y a une boucle de rétroaction entre le... Il ne faut pas chercher à savoir, c'est son futur, on le crée, d'accord? Et c'est la foi qui le crée. Hein? Donc, c'est ça qui compte. Oui, je comprends. Ben oui, il en sera fait selon votre foi. J'ai un commentaire, c'est plus un commentaire qu'une question. Je l'ai survolé tantôt, mais j'ai envie de le lire parce qu'on a parlé de New Age, parce qu'on a parlé de spiritualité, on a parlé de toutes ces choses-là dans notre conversation, puis je trouve que ça va dans cette direction-là. C'est un jugement que j'aimerais entendre ce que vous avez à répondre à ça. Donc, Lucas Poirier-Roy dit « La physique quantique est une autre science à saveur de croyances quasi religieuses que l'humain lambda ne peut pas observer par lui-même. Donc, selon moi, c'est de l'ésotérisme et je n'y crois pas. » Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Il parle de ce que le New Age a fait de la physique quantique. Oui, il a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de... Le quantique, à travers tous les mouvements qui mettent du quantique partout, hein, parce qu'il y a de la cuisine quantique maintenant. À force de mettre du quantique partout, on a complètement défiguré ce quantique-là, qui est devenu une espèce de bouillie. Et donc, il a raison, mais il ne faut pas confondre avec la vraie mécanique quantique qui est pratiquée en science, d'accord? C'est juste parce que, comme les scientifiques ne s'entendent pas entre eux sur les différentes interprétations de la mécanique quantique, ça a foutu un bordel monstre, et qu'il y a eu une dérive de l'interprétation vers des choses abusives, quoi. Et donc, il n'a pas tort. Oui, je comprends. Mais il y a quand même des choses qui sont mesurées, qui sont quantifiées, même dans la physique quantique. Ça reste quand même une science. Mais oui, mais ça reste au niveau quantique. Pour l'instant, ça reste au niveau quantique. Quand on essaye de généraliser le quantique au niveau macroscopique, au niveau humain, on risque fort de se planter. Moi, j'essaye de faire les choses de la manière la plus cohérente possible. Moi, je conseille tout simplement de lire mes écrits, hein, de m'écouter. Moi, je passe mon temps à faire l'effort, vrai effort, de trouver la cohérence qui permet de créer ce chemin entre la physique mainstream, hein, la physique dure, les sciences dures, et la spiritualité. Je fais attention à ne pas raconter n'importe quoi. Voilà. Donc, il faut me lire. Voilà. On a vos livres. Vous en avez écrit 5 qui sont, j'ai vérifié avant, qui sont disponibles chez Renaud Bré au Québec. Ils sont disponibles dans toutes les librairies du Québec. Donc, pour les Québécois qui sont curieux, puis je l'avais déjà écrit dans les commentaires aussi
Donc, oui, puis je pense que vous le simplifiez, c'est quand même très accessible là, pour quelqu'un qui n'a pas forcément fait des grandes études en physique. Là, il y a moyen de vous suivre. Ça reste quand même un sujet qui est complexe, mais vous réussissez à bien le simplifier. Ben merci, merci d'avoir essayé de comprendre. C'est déjà quand même pour moi tellement complexe, mais vous m'avez amené dans votre univers, puis j'apprécie vraiment. Merci pour votre temps. Merci puis vous avez beaucoup de conférences aussi qui sont sur YouTube là, pour ceux qui sont curieux, qui ont envie de poursuivre. C'est vraiment facile de vous trouver. Donc, Philippe Guillemard, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Au plaisir, bye bye.